Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle session de discussion intitulée L'avenir de l'égalité des genres dans la région euroméditerranée. Je voudrais également remercier l'UPM d'avoir permis sa tenue dans le cadre de cette conférence hors norme, comme l'est d'ailleurs cette année 2020 totalement hors norme. Avant de commencer, je vous encourage à vous connecter et à réagir sur les plateformes des réseaux sociaux qui vont apparaître sur vos écrans. S'ils n'ont pas apparu, vous pouvez les voir sur le programme. Et je vais maintenant vous présenter nos 4 intervenantes qui partagent, voilà, ça ce sont les réseaux sociaux. Je vais vous présenter nos 4 intervenantes qui se partagent toutes une mission commune, celle de l'amélioration du quotidien des citoyens des villes et des régions où elles ont été nommées ou élues. Donc, comme vos CV sont très denses et vos biographies très riches, vous pourrez me corriger s'il y avait, parce que j'ai fait certains raccourcis en les lisant. Donc, nous avons avec nous Madame Watif Dirousse, vice-présidente de la région de Rabat Salé Kémitra au Maroc, docteur en droit et enseignante, membre de différentes associations scientifiques et culturelles, vice-présidente de la Commission des affaires culturelles, de l'éducation et de la recherche scientifique appliquée et vice-présidente du bureau politique de la Commission interméditerranéenne. Nous avons aussi Madame Claire Hart, conseillère municipale de la ville de Montpellier et vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée à l'action internationale et à la coopération européenne. Fervente et très cosmopolite activiste pour le changement social et experte en matière de responsabilité sociale des entreprises. Vous êtes vice-présidente du Refuge, une fondation de soutien aux jeunes LGBT sans abri. Et vous avez créé un réseau européen pour fédérer des groupes de réflexion internationaux sur ce sujet. Vous avez été décoré du prix européen du mérite en 2013 et de la Légion d'honneur en 2014. Nous avons aussi Madame Nabila Hamza, conseillère municipale de la Marsa, Tunis. Vous êtes sociologue, activiste et experte internationale en matière de genre. Vous faites d'ailleurs partie, entre autres, d'une coalition internationale pour l'établissement d'une norme mondiale contraignante visant à prévenir et à éradiquer toutes les formes de violence contre les filles et les femmes. Et vous êtes auteur de publications diverses autour des questions du genre et des politiques sociales et publiques. Vous êtes lauréate de 2 prix, dont le prix Nord-Sud en 2019. Madame Laura Celia, donc j'espère que je prononce bien, directrice générale de la coopération, gouvernorat des îles de Baléares. Vous avez également occupé des postes de 2e adjoint au maire et de conseillère pour la culture, la transparence et la participation des citoyens. Pendant plus de 10 ans, vous avez travaillé dans le domaine de la gestion du patrimoine en Catalogne, dans des institutions telles que le Musée des sciences naturelles de Barcelone et l'Institut catalan de paléontologie. Donc, la pandémie du Covid qui a frappé le monde entier a eu une incidence sur tous les aspects de nos vies, quels que soient nos pays d'origine. Mais la réponse de nos gouvernements a été et est toujours à la mesure de leur aptitude à faire face aux catastrophes et aux politiques publiques, et aussi aux politiques publiques qu'elles avaient mises en place en amont. Donc cette session nous permettra d'apprendre comment nos 4 intervenantes voient l'avenir des questions liées au genre et à l'égalité pendant la crise sanitaire et après la crise, puisqu'on espère qu'elle ne va pas durer éternellement. Donc je vais adresser ma première question à Madame Dirousse. Je vais demander à chacune d'entre vous de ne pas dépasser les 6 minutes pour pouvoir parler toutes de façon égale et aussi pour pouvoir répondre aux questions du public qui vont certainement se poser. Donc, Madame Watif Dirousse, est-ce qu'à la lumière de la crise que nous traversons, avez-vous pu identifier les questions de genre qui étaient les plus urgentes à traiter? Et en deuxième partie, pensez-vous que ces questions soient communes, c'est-à-dire partagées par les différents pays du bassin méditerranéen?
Excusez-moi. Vous m'entendez? Vous m'entendez? On vous voit pas. Pardon? On vous entend, madame. Parfait. Merci, madame la modératrice. Je suis ravie d'intégrer ce beau panel de femmes appartenant à toutes les disciplines, toutes disciplines confondues. Je remercie l'UPM, je remercie les organisateurs de cet événement très important vu la situation que nous traversons et que nous espérons voir vite disparaître. Voilà, donc je vais simplement rectifier un titre. Je n'aime pas usurper les titres. Sur ma biographie, il est écrit que je suis vice-présidente de la région. Je ne suis pas vice-présidente, je suis membre du conseil régional, mais je suis vice-présidente de la commission que vous avez citée, à savoir celle des affaires culturelles, etc. Bon, c'est un petit rectificatif qui avait lieu d'être. Je n'aime pas usurper les titres, donc je suis vice-présidente de la commission. Voilà. Donc là, je vais vous présenter une note sur les programmes qui visent une intégration de la femme et le principe de l'égalité genre au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Donc, je ne sais pas comment faire pour enlever je suis un peu embêtée sur le plan technique, il y a un petit problème. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, madame. Vous me voyez? Oui. Bon, c'est très bien. Donc voilà, je vais donc parler du principe de l'égalité de genre, sachant que ce principe donc, de l'égalité entre les femmes et les hommes est un principe constitutionnel. Il a été consacré par la Constitution marocaine du 1er juillet 2011, dont le préambule affirme, je cite, « Le Royaume du Maroc s'engage à combattre et bannir toute discrimination à l'égard de quiconque en raison du sexe. » Et j'enchaîne donc, l'article 19 de cette même Constitution stipule que l'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, et que, je cite toujours, l'État œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes. La Constitution a aussi prévu la mise en place de ce qu'on a une instance qu'on appelle l'autorité en charge de la parité et la lutte contre toute forme de discrimination. Ainsi, parmi les mesures prises pour adapter la législation à ce principe, on citera l'augmentation, par exemple, des sièges réservés aux femmes au Parlement, 60, et l'attribution de quotas dans toutes les instances de la région à travers toutes les lois qui régissent la décentralisation. Au Maroc, comme dans le reste du monde, l'interaction entre les transformations socioculturelles et les réformes politiques est en train de sortir cette question progressivement du terrain des préjugés vers celui du droit. Signalons que le Maroc a pris des engagements en lien avec les conventions internationales. Je citerai par exemple la CEDAW, le PIDESC, etc. La question de l'égalité entre les sexes est d'abord un enjeu de reconnaissance et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle devient une obligation qui engage la responsabilité de tous les acteurs. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes s'entend, bien entendu, dans la vie économique, aussi bien que sociale, culturelle, politique et environnementale. La prise en compte de l'équité et l'égalité des chances est un élément essentiel dans toute action de développement, notamment au niveau local. Elle est un élément essentiel à la réalisation des droits humains de manière générale. Elle permet aux femmes et aux hommes de jouir des mêmes opportunités, des droits et obligations dans toutes les sphères qui concernent la vie quotidienne. Et il va sans dire que la crise sanitaire a creusé le fossé des inégalités hommes-femmes. Ceci dit, partout. La prise de conscience de cette situation et du principe de l'équité de genre par la région de Rabat-Salé-Kénitra s'est traduite par un certain nombre de programmes et de projets qu'elle mène et qui produiront des bénéfices durables sur le long terme en matière d'égalité de genre. Ainsi,
en plus du programme régional connu déjà à l'échelon gouvernemental et qui s'appelle IKRAM. IKRAM signifie pour les arabophones honneur, avec la contribution donc à ce programme d'une enveloppe, c'est pas la peine que je cite les chiffres, assez conséquente de la part du conseil régional. Donc le programme IKRAM, un plan pour l'égalité de genre et qui vise donc à lutter contre la violence la violence faite aux femmes, qui vise aussi l'autonomisation économique des femmes tant décriée par mes chères intervenantes, l'autonomisation économique des femmes et la promotion de l'entreprise féminine dans le cadre d'une politique publique intégrée. Les domaines des programmes et projets peuvent donc se résumer comme suit. Le Conseil de la région de Rabat Salé Kénitra s'est inscrit dans un programme qui vise à améliorer le niveau de vie des femmes en situation de précarité à travers l'appui de la protection et l'insertion et par le financement de programmes qui visent à améliorer la capacité d'accueil des centres d'hébergement et des acteurs du développement social de manière globale. Le programme régional de lutte contre la précarité vise, entre autres, à mettre à niveau l'insertion familiale, sociale et économique et cible particulièrement les femmes en situation précaire et démunies, ainsi que les femmes et les filles, bien entendu, sans abri ou abandonnées, sans oublier les femmes ex-détenues et les femmes atteintes de sida. Le Conseil de la région, évidemment, a contribué à ce programme avec un seuil dont je ne citerai pas le montant. Il y a trop de chiffres et vous risquez de vous perdre. Alors, dans le secteur de l'enseignement, je citerai par exemple l'équipement de classes préscolaires. L'équipement de ces classes présente quand même une porte d'entrée incontournable à l'amélioration de la scolarité et à sa généralisation, ainsi qu'à l'équité entre les deux sexes. La contribution du Conseil de la région à ce programme vise à équiper plusieurs classes, 300, je cite 300, dans le milieu rural principalement, là où la déperdition scolaire est la plus élevée. Je citerai aussi la mise à niveau des établissements scolaires, l'appui à la création des écoles communautaires, ce sont des écoles qui existent dans le milieu rural essentiellement, un programme qui vise à améliorer l'offre scolaire, notamment dans le milieu rural. Ce programme cible plusieurs communes, notamment rurales, et vise à créer des écoles pour un nombre d'élèves assez important, filles et garçons, constitue l'une des initiatives qui permettent de rendre meilleures les conditions de scolarisation de la fille, notamment en milieu rural. Les programmes déclinés précédemment sont des programmes transversaux qui prennent en compte évidemment le genre. Je cite, dans le cadre de la création des écoles communautaires par exemple, c'est pour répondre aux enjeux spécifiques liés à la déperdition scolaire et la sous-scolarisation des filles, tout en favorisant la scolarisation évidemment des garçons. Les activités peuvent prévenir, ne serait-ce par exemple qu'un petit détail, à savoir la construction des latrines. C'est un aspect très important dans les écoles rurales et qui permettent de proposer donc un lieu hygiénique aux filles et aux garçons. Mettre en place aussi un bus scolaire qui permettra aux filles surtout d'aller à l'école, tout en résolvant le problème de l'insécurité qui touche essentiellement les fillettes. Adopter une charte d'éthique à l'école et sensibiliser les enseignantes et les enseignants à l'égalité filles-garçons pour réduire les inégalités et les violences afin de promouvoir un environnement non sexiste et non violent et de réduire les phénomènes de violence sexuelle qui touchent majoritairement les filles. Il y a aussi un programme initié par la région, programme de lutte contre l'analphabétisme, qui est très important dans notre pays, un programme d'orientation universitaire et professionnelle, je n'entre pas dans les détails pour aller vite, et un appui aux cycles universitaires qui consiste en la conception de ce qu'on appelle des noyaux dans des villes pas loin de la capitale, pour ne pas laisser cantonner les universités dans certains pôles seulement. Eh bien, la région a contribué avec une enveloppe conséquente à la création de ces pôles universitaires pour favoriser l'accès aux filles à l'université. Alors, je ne peux pas évidemment occulter le volet économique qui fait, ma foi, partie des attributions et des compétences de la région. Le volet économique présente l'un des champs où l'égalité entre les deux sexes s'avère parmi les exigences les plus prioritaires par la région de Rabat Salé Kénitra. Le Conseil de la région
a participé évidemment par une contribution conséquente à ce programme pour appuyer la dynamique économique et les zones d'activité diverses et par conséquent améliorer les conditions des femmes et des hommes, puisqu'on est dans l'approche genre. D'une manière plus précise, le Conseil régional de Rabas Salé Kénitra s'inscrit dans des partenariats et des initiatives qui visent l'appui aux coopératives de la région pour lutter contre les répercussions de la Covid-19. Il y a des signatures qui ont eu lieu dernièrement en partenariat avec ce qu'on appelle l'ODECO, l'Office de développement des coopératives, qui est un office qui fait un travail fabuleux en faveur des coopératives. Il y a également l'appui aux petites entreprises et au profit des filles entrepreneurs dans le cadre de programmes avec des agences de l'emploi et de hautes institutions. Il y a aussi l'appui à l'économie sociale solidaire à travers l'amélioration des conditions d'exercice de l'artisanat, la contribution à l'amélioration de l'e-commerce, le financement de plusieurs événements de commercialisation en faveur des femmes qui font de l'artisanat et la valorisation des produits du terroir à travers un projet de création de 5 centres dans des communes attenantes à la région. Il y a aussi, et conformément aux dispositions de la loi relative aux régions, le développement des compétences en faveur de la femme élue et de la femme cadre administratif. Le Conseil de la région a mis en place un programme complet de formation dans le cadre du schéma régional de la formation continue. Ces formations prennent en compte la composante féminine, bien entendu. En plus de ce programme, d'autres projets sont en cours, à savoir la création d'une unité de formation dans le domaine de l'efficacité énergétique, ce qui n'est pas négligeable du tout, l'appui à la création d'un centre de formation des femmes et des hommes dans des activités telles que le jardinage, et l'appui à la création d'un centre régional de renforcement des capacités des femmes et des hommes des communes rurales avoisinantes. L'ambition est grande pour le Conseil régional de réaliser beaucoup d'actions en faveur de l'équité genre. Quelques recommandations sont affichées, à savoir créer des synergies entre les régions et les associations locales. Je profite de l'occasion pour saluer le travail de la société civile, des associations qui font un travail fabuleux, qui n'ont pas arrêté de travailler pendant toute la crise sanitaire. Et je salue au passage mon amie et collègue, Madame Nadia Nayer, qui fait un travail extraordinaire aussi à son niveau. Donc, créer des synergies entre les régions et les associations locales qui interviennent dans le domaine de l'équité genre, élaborer des plans d'action qui visent l'autonomisation de la femme, animer des séances de sensibilisation dans les universités sur les droits des femmes, le genre, etc. Il existe évidemment des unités à l'université, mais il est question de créer ou d'organiser des séances de sensibilisation sans arrêt, créer une commission de l'approche genre méditerranéenne et intégrer évidemment l'approche genre dans la coopération. Tout ça pour illustrer toute l'ambition qu'affiche le Conseil régional de Rabas Salé Kénitra pour aller de l'avant, pour voir dans quelle mesure l'équité genre pourrait être consolidée, renforcée à l'avenir. Évidemment, la crise nous a pris au dépourvu. Beaucoup de défis, la région a eu à faire si vous voulez, à beaucoup de contraintes et beaucoup de défis, beaucoup d'attentes par la population de manière générale et par les femmes en particulier. Je ne reviendrai pas sur ce qu'ont enduré les femmes, mes collègues et les intervenantes ont assez parlé de cet aspect, de la difficulté qu'ont eu les femmes à affronter la pandémie. Et tout ça pour vous dire que le désir est grand de participer à d'autres interventions, à d'autres conférences, pour vous dire combien de choses il y a à faire, combien d'idées sont en place et que les mettre en application n'est pas toujours chose aisée. Madame Naïr a dit qu'évidemment l'approche genre a été la grande oubliée pendant la pandémie, que les collectivités locales doivent jouer un grand rôle. Nous sommes conscientes, chers amis et chères intervenantes, de l'enjeu auquel nous sommes confrontés. Et je réitère donc mes remerciements aux organisateurs
et à toutes les intervenantes qui ont pris part à cet événement, en espérant une rencontre prochaine, pas de manière virtuelle cette fois, je l'espère. Vous rencontrer serait vraiment un vrai plaisir. Merci de votre attention. Oui. J'espère ne pas avoir pris beaucoup de votre temps. En tout cas, vous nous avez donné des idées pour la suite et ça va me permettre aussi de rebondir vers Madame Claire Hart, à qui je vais donner la parole maintenant, pour lui dire justement qu'en entendant l'intervention de Madame Desrousses, elle a énuméré une série de petites et grandes et très grandes initiatives qui sont destinées à éradiquer la discrimination, à renforcer l'égalité. Et c'est pour cela que je vous demande, est-ce que votre parcours cosmopolite vous a permis de relever des bonnes pratiques réussies dans certaines régions qui pourraient être répliquées dans d'autres, entre le nord et le sud de la Méditerranée, par exemple? Thank you, Nada. Thanks very much. Hi to all. Merci à tout le monde. Merci à Watif, à Laura et à Nabila. Et merci à l'UPM et au secrétariat de l'UPM pour avoir organisé cet événement fantastique. Oui, pour répondre à votre question, Nada, je dirais que l'expérience nous montre à travers le temps que les crises ont des impacts sur le genre. Et le fait d'être préparé et la réponse doivent tenir compte et doivent comprendre l'approche genre afin de contrer les inégalités déjà existantes. Ce que je crois que nous pouvons dire, et je fais ça sur l'angle méditerranéen, ce que nous avons vu, c'est que la crise du coronavirus a été un défi pour les droits des femmes dans tout le monde. Et l'impact postérieur sera de long terme. Et on parle de violence, on parle d'abus dans le monde et dans le Méditerranée, et ce pendant le confinement. Je suis ici pour parler, je parle ici en termes de violence ou des inégalités économiques, vous dire que le coronavirus a beaucoup d'impact. Les droits humains de base sont en crise et doivent être défendus. Si les droits des femmes sont impactés, les droits humains aussi le sont. Nous, c'est une situation internationale, nous savons que les femmes conforment la première ligne de la lutte contre le virus, puisqu'elles représentent le 90% du staff, du personnel médical du monde. Elles ont moins d'argent que les hommes, donc plus de responsabilités pour moins d'argent. Et on estime que plus de 66% du personnel de formateurs sont des femmes. Et il s'agit de femmes qui sont des mères qui doivent jongler avec le soin des enfants et la préparation des classes. Ce qui a pour conséquence le burn-out, l'anxiété et d'autres dans de nombreux cas. Donc les femmes sont dans ce majorité des fournisseurs de services et des soigneuses qui ont continué à travailler dans le quotidien pendant les confinements sans qu'il y ait davantage pour elles. Quelque chose qui m'interpelle, Nada, et que j'ai vu dans tout le monde, c'est que beaucoup de femmes sont impliquées dans des travaux de soins qui ne sont pas rémunérés. Cela a un lien avec les stéréotypes que nous essayons de contrer. Dans les pays comme la France, la période de confinement a assisté à une augmentation de la liste des obligations des femmes. Elle n'a pas non seulement augmenté, là, elle s'est multipliée. Elles ont dû, par exemple, faire leur travail, aider les enfants avec les devoirs, prendre soin de la famille, cuisiner. Et le 63
des familles, dans le 330% des ménages français, les femmes préparaient leur repas. Un autre étude montre que 58% des femmes consacraient 2 heures par jour aux tâches ménagères en comparaison à la charge des hommes. Donc, vous voyez que la situation ne fait qu'être plus négative. Il y a une petite portion de femmes qui sont visibles dans les processus de décision et dans cette période cruciale, il est bien clair que beaucoup de femmes sont en train de sacrifier leur carrière sur l'autel de leur famille. En France, un autre problème que nous avons, c'est la représentativité de l'égalité de genre. Je ne sais pas quelle est la situation dans vos pays, mais j'ai vu ça dans beaucoup de pays. Dans les débats des médias, il n'y a pas d'égalité de genre. Pendant le confinement, il n'y a rien eu. Il y a une présence excessive d'experts hommes qui sont plus, soi-disant, rassurants. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé lorsque je regardais la télé le soir. J'avais vraiment envie de l'éteindre. Évidemment, nous avons vu beaucoup une augmentation des violences domestiques. Il y a eu une augmentation de violences et en France, nous avons 5 fois plus de rapports de violence à travers la ligne qui a été mise à disposition par le gouvernement. Le confinement a impliqué qu'il y ait beaucoup de femmes qui aient moins d'opportunités pour chercher de l'aide à l'extérieur. Nous avons aussi des jeunes filles qui étaient incapables d'aller à l'école et qui avaient le risque d'être victimes d'abus sexuels. Et nous savons que la pornographie est une augmentation avec une tendance qui implique qu'il y ait des filles qui prennent des photos et qui sont publiées avec leur nom et leurs détails de contact avec le seul objectif, c'est le porn revenge pour humilier ces jeunes filles. Donc nous sommes en train de faire face à une augmentation de violations contre les droits des femmes. Et toutes les batailles que nous avons menées, comme l'accès à l'IVG ou aux soins, sont complètement en train de revenir en arrière. Ce dont nous avons besoin, c'est qu'il faut maintenir la recherche, maintenir le fer et la coopération et les programmes de coopération internationale sur tous les fronts, indépendamment des menaces qui sont présentes. Je crois que c'est fondamental. Sur le plan local, nous avons fait beaucoup de choses afin de confronter tout cela et l'une des choses les plus importantes, c'est de maintenir des lignes de téléphonique ouvertes et offrir des services pour les victimes de violences. C'est quelque chose sur laquelle on s'est concentré. Nous avons fait de la sorte aussi de former des professionnels de façon pour accueillir les victimes de genre. Donc, nous avons fait des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation de grande portée pour aborder la société civile. Très important, il faut tendre la main à la société civile et travailler avec les associations et les ONG qui travaillent sur le terrain. De la même façon, nous avons travaillé avec les organisations qui se chargent des soins pour soutenir avec une série de services comme par exemple le soin des enfants, le ménage, des personnes qui disent voilà, je veux aider les autres, donc je vais le faire. C'est une initiative fantastique. Nous avons aussi travaillé sur d'autres projets contre le harcèlement sexuel cybernétique. Nous avons travaillé sur le plan international, dans un projet international qui a été fait par les Nations Unies afin de contrer ce fléau qu'est le harcèlement sexuel cybernétique. Voilà, ça c'est un résumé. Je dire que je suis une personne très optimiste, donc je dirais que dans une certaine mesure,
crise de Covid est en train d'être une épreuve pour tester certains éléments. Et ce que nous devons faire ensemble, les hommes et les femmes, c'est d'assurer que l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes sont des éléments qui sont intégrés du point de vue transsectoriel dans la prévention, la réponse et dans le processus de récupération, et qu'ils deviennent un facteur dans les fondamental dans les stratégies de mitigation de la lutte contre le Covid. Nous sommes face à une crise, mais cela peut être conçu comme une opportunité à être saisie pour améliorer l'égalité qui peut, par exemple, transformer le système éducatif et qui puisse briser les barrières qui nous séparent de la vraie égalité de genre. Nous savons, mesdames, que ce qui est bon pour les femmes en termes d'égalité de genre sera bon pour le développement social, pour le développement de la société et pour le développement économique. Et nous devons, je crois, prendre la crise du COVID-19 en tant qu'une pandémie qui nous permette de revenir à la réalité et qui nous permette de souligner les choix très importants que nous devons faire. Nous sommes dans des situations dans lesquelles il faut se mettre ensemble et construire ensemble et partager les meilleures pratiques. Voilà, merci. Madame Nabila Hamza. On a beaucoup parlé de violence contre les femmes pendant la pandémie. C'était un sujet très chaud dans beaucoup de pays. Il y avait beaucoup de choses à faire. Claire on a suggéré aussi un bon nombre, comme les trainings faits aux forces de l'ordre, etc. Donc, je voudrais vous demander à vous si vous pensez que la prise de conscience de ce phénomène, il y a une véritable prise de conscience pendant le Covid, même envers cette prise de conscience, les gens qui voulaient minimiser le problème ont été presque obligés de se rendre compte que ce problème existait vraiment. Est-ce que vous pensez que la prise de conscience de ce phénomène va permettre de mettre en place des politiques et des mesures plus efficaces pour contrer ces violences injustifiables? Merci d'abord de me donner la parole. Merci infiniment à l'UPM de nous permettre cet échange. J'ai cru comprendre que la séance qui précédait était consacrée au Covid-19 et que nous parlerions également des stratégies à mettre en place pour l'appui aux élus. C'est sur quoi j'aimerais mettre l'accent. Mais puisque vous parlez de Covid, et je pense que c'était un moment, à mon avis, la crise sanitaire est pour moi un moment de refondation. Il me semble très important que ce soit pour les gouvernements, la société civile, les élus, les municipalités, les communes, c'est un moment de mettre tout à plat et de tirer les leçons de cette crise sanitaire planétaire qui est absolument inédite. Il est clair que les municipalités notamment, puisqu'on parle quand même des communes et du rôle des femmes dans les communes, les municipalités se sont trouvées devant des phénomènes pour lesquels ils n'étaient absolument pas préparés. Je ne dirais pas que les communes seulement n'étaient pas préparées. Je pense que ni les gouvernements étaient préparés, les autorités évidemment, ni la société civile, ni les communes. Donc, les communes se sont trouvées au front des dispositifs d'assistance pour lesquels ils n'étaient pas préparés. Et notamment, encore une fois, d'un point de vue genre, dans tous les pays au monde, et la Tunisie ne fait pas exception, il y a eu évidemment une flambée énorme de la violence domestique. Cette violence domestique s'est accompagnée par un phénomène qui est absolument scandaleux, qui a été la fermeture aussi des tribunaux.
C'est-à-dire que ce qu'on appelle les tribunaux dédiés à la famille en Tunisie ont été fermés. Par ailleurs, avec le couvre-feu, le confinement, la difficulté d'accès aux centres d'aide et aux centres refuges était également importante. Ceci, sans oublier évidemment que le nombre de centres de refuges, de centres d'aide et d'accompagnement des femmes victimes de violences ne se comptent sur les 2 doigts d'une main ou un peu plus. Donc, il n'y en a pas des masses sur le territoire. Du coup, les femmes qui se sont retrouvées avec leurs bourreaux, confinées pendant des mois, des semaines, dans leur maison, avec leurs enfants, face à un mari violent, se sont trouvées dans l'impossibilité de porter plainte, l'impossibilité de rejoindre des centres de refuge ou des associations, elles sont nombreuses en Tunisie, les associations de femmes qui apportent aide juridique, psychologique, etc. aux femmes des victimes de violences. Évidemment, elles ne pouvaient pas non plus rejoindre les postes de police, ou quand elles les rejoignaient, il y avait aussi, de la part des policiers, évidemment, une fin de non-recevoir, tout simplement parce que les policiers étaient débordés par d'autres problématiques, d'autres sujets, et ne considéraient pas que la violence à l'égard des femmes était une priorité. Par ailleurs, ils ne pouvaient pas non plus se déplacer parce qu'ils n'avaient pas d'autorisation juridique d'intervenir dans les maisons. Bref, tout ceci a placé les municipalités, les conseils municipaux devant des situations extrêmement difficiles. En Tunisie, nous avons la chance, après un long combat qui a duré, mais alors des années pour le mouvement féministe, nous avons la chance d'avoir édicté une loi en 2018 qui est une loi intégrale de lutte contre la violence à l'égard des femmes. C'est une loi qui implique l'ensemble des acteurs gouvernementaux, qui implique également la société civile et qui touche que ce soit les victimes et également les perpetrators. Bien. Le problème qui se pose évidemment dans un pays qui est en transition démocratique comme c'est le cas de la Tunisie, c'est la déclinaison de la loi 58, de la loi intégrale de lutte contre la violence à l'égard des femmes au plan local. Il est question que les municipalités, les communes se préparent également à mettre en place tout un circuit d'aide, tout un processus d'hébergement, d'aide aux femmes victimes de violences et aussi des unités spécialisées au sein des commissariats de police pour aider les femmes victimes de violences quand elles viennent se plaindre. Une partie de ce circuit a été mise en place, mais la mise en place de l'ensemble du processus, et notamment la création de lieux de refuge, la création de centres d'aide, etc., au plan local, n'a pas été encore réellement mise en place. Ceci veut dire que la Covid, à mon avis, a révélé les insuffisances de tout un système qui n'est pas spécifique à la Tunisie, qui est un phénomène mondial et qui fait que dans des moments de crise, dans des moments d'émergence, nous soyons démunis pour aider les femmes et les femmes victimes de violences. Si vous ajoutez à cela que les mesures qui ont été prises et qui continuent à être prises par certains pays et qui consistent en la fermeture des écoles, la fermeture des crèches, la fermeture des maternelles, etc. Toutes ces mesures-là mettent les femmes devant une responsabilité énorme qui est celle de ce qu'on appelle l'économie des soins, ajoutée à la combinaison, évidemment,
avec leur travail salarié. C'est-à-dire que les femmes se sont trouvées dans des espaces fermés à gérer leurs enfants, les personnes malades, à préparer la bouffe, à continuer le rôle traditionnel de division des tâches, mais également à travailler à distance pour continuer à pourvoir aux soins de la famille. C'est la conciliation entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré des femmes pose aussi un grand problème et appelle à la prise en compte par le mouvement féministe, d'ailleurs ça commence à s'organiser aussi, appeler aussi à la rémunération du travail, ce qu'on appelle l'économie de soins et le travail du care, comme on le dit en anglais. Donc, ceci est extrêmement important en termes de leçons de la crise sanitaire. Maintenant, pour revenir, j'aimerais dire quand même un mot. Moi, je viens de la Tunisie et je viens d'un pays arabe. Il y a des défis communs qui s'opposent à toutes les villes de la Méditerranée. Les villes de la Méditerranée, d'une manière générale, continuent à être des villes masculines au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau des équipements sportifs, au niveau du nom des rues, au niveau de l'accessibilité au transport, etc. Donc, le droit à la ville pour les femmes, en termes d'accessibilité aux services, en termes de sécurité, et ceci est extrêmement important, notamment en cette période où le terrorisme est en train de frapper de plus en plus, et le droit à la participation citoyenne pour la gestion de la ville, pour la gouvernance locale. Ce droit-là n'est pas encore réalisé dans les villes du Sud, notamment, mais c'est aussi le cas de beaucoup d'autres pays. Donc pour moi, les villes continuent à être des espaces essentiellement masculins, des espaces de socialisation essentiellement masculine, et il est très important que les communes, que les femmes qui aujourd'hui ont accédé aux communes, ont accédé à la gestion municipale, puissent réellement prendre des mesures pour intégrer une approche de genre dans la gestion locale. Cette approche de genre est absolument nécessaire. En Tunisie, aujourd'hui, nous avons une vingtaine de femmes qui sont à la tête de mairie. Nous avons environ 47% de femmes dans les conseils municipaux, mais nous avons également des commissions femmes et familles et égalité des chances parce que nous avons un nouveau code des collectivités locales. La Tunisie est un pays aujourd'hui démocratique qui a organisé des élections municipales libres et démocratiques et mis en place un code des collectivités locales sensible au genre. Il est très important aujourd'hui, et notamment au niveau de l'UPM aussi, de mettre en place une stratégie d'accompagnement des communes pour une réelle intégration d'une approche sensible au genre dans l'aménagement de la ville, dans le mobilier urbain, dans la nomination des rues, dans l'intégration du genre, dans la planification, dans les programmes, dans les projets et dans le budget municipal. Je pense que ceci est une urgence et il y a matière à travailler là-dessus. Voilà, merci Nabila, merci pour votre riche intervention. Là, je m'adresse à Laura Chelia, et pour vous dire qu'il y a, comme on l'a dit précédemment, c'est une sorte de pause dans notre vie, ce Covid. Il nous a permis de réfléchir à des sujets qui ont souvent été négligés dans certains endroits de la planète et même dans même les régions les plus nanties. Je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez que, en ce qui concerne votre région, en ce qui concerne votre expérience, est-ce que ça vous a permis de réfléchir à des questions d'égalité de chance? Évidemment, il y a l'égalité des genres, mais il y a aussi l'égalité devant l'accès à la culture,
à la richesse du patrimoine des régions et toutes ces questions qui sembleraient moins importantes quand le monde va mal. Hola. Bonjour. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Avant de commencer mon intervention, j'aimerais commencer en situant quelle est notre localisation, parce que je parle en représentation de la Direction générale de coopération au développement du gouvernement des îles Baléares. Ici, aux Baléares, nous avons pour la deuxième fois une présidente, une femme qui est la plus haute représentante de notre gouvernement, et la responsable de l'action sociale est aussi une femme. Donc c'est une fierté, le fait que tous mes supérieurs politiques sont des femmes à présent. Dans le gouvernement des îles Baléares, nous, on n'est pas responsable de la politique de genre. Ça, c'est l'Institut Baléares de la femme. Nous, on se charge de développer les politiques de coopération et de développement qui, avec cette crise de Covid, sont plus que jamais essentielles afin de reconcevoir et savoir comment on peut surmonter des situations critiques. Telles que l'a déjà évoqué Nabila, nous sommes plongés dans une crise planétaire et dans ce sens, le regard local, global qu'implique la coopération est essentiel pour savoir comment nous pouvons surmonter entre tous cette crise sans laisser personne de côté. Comme je l'ai déjà mentionné, le responsable des politiques de genre aux îles Baléares, c'est l'Institut Baléares de la femme. Et depuis la Direction générale de coopération, nous avons des alliances très étroites avec cet institut, et ce, dans le but de transmettre les politiques de genre que nous sommes en train de développer aux Baléares aux pays appauvris dans lesquels nous réalisons des projets de coopération. De plus, dans notre plan stratégique, la région méditerranéenne est une zone clé. C'est la raison pour laquelle je vous remercie de m'avoir donné la chance d'être dans cette rencontre. Je crois que j'apprends plus que je peux apporter à cette table. Si on parle des défis que nous avons pour travailler en matière de genre, tristement, comme on l'a déjà évoqué Claire, il y a un problème. Il y a un problème partagé qui est venu s'aggraver suite au confinement et à la crise de la COVID-19, qui est la violence de genre. Les îles Baléares sont le territoire, la communauté autonome de l'État espagnol qui a le plus de rapports de violence de genre. Pendant le confinement, les îles Baléares étaient à la tête du nombre de plaintes pour violence machiste dans l'État espagnol. Donc, c'est un défi qu'il faut contrer en travaillant sur le plan régional, local, mais aussi en alliance avec les pays du Sud dans lesquels nous développons déjà des projets de coopération. Il y en a d'autres. Je crois que je partage tout ce qui a été dit par les autres participantes. L'écart salarial, l'accès aux postes de responsabilité, aux postes de direction. Mais je crois que le fléau de la violence est l'un des plus pressants et il faudrait donc le prioriser. L'un des outils que nous avons au sein du gouvernement des îles Baléares en matière de coopération pour faire que les outils soient réellement transformateurs, c'est de travailler avec ce que nous appelons coopération décentralisée. Parce que ce que l'on recherche, c'est faire un appel, impliquer les organisations qui travaillent près des citoyens. Donc, cette coopération décentralisée nous permet de renforcer les gouvernements locaux des pays dans lesquels nous travaillons. Dans notre coopération directe ainsi que dans les appels à subventions que nous sommes en train de réaliser, il y a une condition essentielle et obligatoire qui implique qu'il doit y avoir dans tous les projets une contrepartie locale qui est
qui a la certification du gouvernement régional ou local. C'est de cette façon que la transformation arrive à une majorité des citoyens. Dans ce sens, nous avons par exemple un projet à Chefchaouen avec Enseignants solidaires, projet qui a été financé depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, qui a permis de créer un centre d'études et d'attention visant les familles qui s'appelle le CA, qui accueille des femmes, des enfants et des filles qui ont été victimes de violences conjugales et familiales. Ce projet a pu être porté dans les zones rurales et il a aussi un service d'orientation pour le marché du travail. C'est un exemple en matière de coopération décentralisée qui perdure dans le temps. C'est l'outil qui nous permet de transformer davantage et de sensibiliser dans ces zones-là. Concernant les espaces ou les outils pour pouvoir échanger ces visions, il est évident que des espaces comme celui-ci, avec différentes participants de différents pays représentant différentes réalités, nous permet de faire cet échange. De la Direction générale de coopération, nous vous dire que nous participons aussi à un projet européen qui s'appelle Medtown, qui englobe des pays tels que le Portugal, la Grèce, la Jordanie, la Palestine et la Tunisie. Ce projet, même n'étant pas un projet spécifique de genre, il inclut des espaces d'échange et d'expérience autour du genre. Concernant les initiatives qui vont au-delà du domaine de la coopération, je crois qu'il est très important d'évoquer la cohérence de deux politiques. Nabila l'a déjà mentionné lorsqu'on parlait du droit à la ville. Il faut penser de façon transversale. Nous sommes en train de faire beaucoup de travail au sein du gouvernement pour essayer ou faire de sorte que certaines politiques soient transversales pour les différentes zones du gouvernement des îles Baléares. Un exemple que je tenais à partager d'alliance avec l'Institut Baléares de la femme, qui nous permet de vectoriser des fonds du pacte d'État contre les violences contre les femmes pour réaliser des projets de coopération victimes de violences de genre dans des pays de l'Afrique subsaharienne et du bassin méditerranéen. Dans ce sens, ces alliances entre différents secteurs du gouvernement nous permet d'élargir la portée de nos politiques et parvenir à bien plus de gens. Je crois que les objectifs doivent être transversaux, ainsi que les actions. Je crois que c'est un défi très important qu'il faut relever, surtout lorsqu'on parle de pactes entre différents partis. Des fois, il y a une tendance. Par exemple, il y a des fois, lorsque le gouvernement est partagé, il y a un parti qui gère certains domaines et un autre qui gère d'autres. Et il n'y a pas beaucoup de coordination entre eux. C'est la raison pour laquelle je crois que l'approche de la coopération qui veut écouter les voix du Sud et qui veut renforcer, promouvoir cet apprentissage partagé, comme avoir ce regard partagé de sororité, de coopération, sont des éléments clés pour essayer d'améliorer ces politiques. Je tenais aussi à faire un commentaire final. C'est que la transformation doit se faire aussi dans le collectif masculin. Les femmes, nous faisons beaucoup d'efforts afin de briser ce seuil invisible pour parvenir là où nous avons jamais parvenu. Nous sommes en train d'avoir des lois, en train de nous doter de budget, mais il doit y avoir une transformation dans le groupe, dans le secteur masculin, parce que c'est uniquement lorsque cette transformation aura lieu que nous pourrons arriver à cette égalité et laisser de côté des fléaux comme la violence à l'égard des femmes. Je vous remercie de cette opportunité que vous m'avez donnée pour participer à ce dialogue. Merci beaucoup. Merci Célia. Merci, Laura. Voilà, je vais lire une des questions que l'audience, que le public a envoyée. Comme elle est en anglais, je vais la lire en anglais parce que
pas pouvoir traduire tout de suite. So, to what extent are the speakers concerned À about quel point the rejection of gender-focused recovery est-ce measures que les intervenantes sont concernées? of the role of women at the Excusez-nous, center? nous perdons le son. On n'entend pas. On n'entend pas. Vous n'entendez pas maintenant? C'est bon? La question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, to what extent are the À quel speakers point concerned about the rejection of Les gender-focused recovery? intervenantes... Non, And nous how n'entendons pas. Nous n'entendons pas, excusez-nous. Je sais pas. Vous avez perdu le c'est peut-être que maintenant, c'est bon ou pas? Maintenant, c'est Non? bon. Là, ça va. Ouais. Donc, on a Donc, entendu la question. vous n'avez pas entendu la question. Je vais essayer Je n'ai pas entendu la question, non. de la traduire. À quel point En anglais, mais je n'ai pas entendu. oui, non, mais maintenant j'ai eu le temps de la relire. Donc, jusqu'où est-ce que les intervenants ont compris combien, ou bien sont concernés par ce refus de gender-focused recovery measures, c'est-à-dire qu'on trouve des réponses gender-focused aux problèmes que nous avons vus. Et comment est-ce qu'on peut attirer plus l'attention, raise awareness, sur le rôle de la femme, qu'elle soit au centre de ces réponses qui la concernent à elle et en fait à tout le monde. Donc, je sens que je ne sais pas à qui je vais adresser là. Voilà. Nabila, si vous voulez, allez-y. Merci beaucoup. Moi, en fait, j'aimerais reprendre ce que disait tout à l'heure Laura. Il me semble très important que nous sortions avec quelques recommandations pour l'UPM, mais plus généralement, probablement, de la coopération européenne et par des mesures concrètes. Je crois que réellement, le temps est venu, non pas de déclarations que personne ne lit ou que les gouvernements signent, mais qu'ils n'appliquent jamais, mais je pense que le moment est venu réellement d'initier ce qu'on appelle une diplomatie féministe dans la région. Quand je dis féministe, c'est-à-dire un nouvel élan pour que ce combat soit réellement une cause méditerranéenne, une véritable dynamique régionale en faveur des droits des femmes. Et je pense que là, la mise en place de cadres de concertation, de rencontres, d'échanges de points de vue, de mobilisation de l'expertise, parce que nous manquons d'expertise au niveau des communes. Nous n'avons pas, je pense au nord d'ailleurs comme au sud, nous n'avons pas assez d'outils, assez d'expériences pratiques, d'outils opérationnels pour intégrer une réelle approche du genre dans les politiques et les gestions et la gouvernance locale. Donc, il me semble, pour ma part, que créer et ébaucher un plan d'action commun, donc mettre en place des cadres de concertation et de coordination qui peuvent mettre en synergie des actions qui existent déjà. Parce qu'il y a des actions en Tunisie, il y a des actions au Baléares, il y a des actions au Maroc, il y en a en France, à Montpellier ou ailleurs. Et comment essayer de rassembler, créer des synergies, des échanges entre ces expériences pour pouvoir avancer. Il y a aussi la possibilité aussi de créer des réseaux de femmes élues, des réseaux de femmes qui sont chargées dans les conseils municipaux de l'égalité des chances et qui sont là pour promouvoir la question des femmes. Il y a aussi la possibilité, à part donc de créer des réseaux, d'organiser des assises annuelles ou pluriannuelles des communes qui, elles, se pencheraient réellement sur l'édiction de rapports ou un état des lieux pour voir quelles sont les avancées, quels sont les obstacles et quelles sont les solutions. Ces assises pourraient être organisées par l'UPM,
puisqu'elle a tout un programme justement et un programme d'action dans ce cadre. Je pense également, en dernière chose aussi, que nous nécessitons des questions concrètes, des guides pratiques, des outils pour opérationnaliser les choses. Les déclarations de bonne intention sur la promotion des femmes, des droits des femmes, etc., c'est bon, mais nous n'avons pas partout de véritables outils qui permettent une intégration systémique et systématique de l'approche genre dans l'action municipale, planification, budget, etc., etc. Donc, il est très important, à mon avis, d'engager une dynamique régionale qui pourrait se traduire par beaucoup de choses, une aide, des formations au lobbying, en savoir-faire, une mobilisation de l'expertise et un échange de bonnes pratiques. Voilà. Voilà, merci beaucoup Nabila. En fait, vous avez répondu à toutes les questions du public qui étaient toutes adressées en fait sur cet échange de bonnes pratiques et de plateformes communes et d'échanges plutôt pas d'action commune, mais plus d'échanges entre les pays du bassin méditerranéen. Pour pouvoir aussi être un support, une aide les unes aux autres, celles qui réussissent plus, celles qui réussissent moins, etc. Donc maintenant, mais pour conclure de façon plus positive cette session, que Nabila d'ailleurs vous avez fait en faisant une sorte de recommandation, je voudrais refaire un tour de table et poser à chacune la même question. Si vous pouvez y répondre de façon assez brève, je vais commencer par Watif. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour reconstruire et réparer le monde à la suite de la pandémie, pour le rendre meilleur, surtout plus inclusif pour les femmes et les filles? Voilà. Fait, Madame la modératrice, sur le plan technique, je suis un peu pas très forte. Vous me voyez là, en ce moment? Oui. Écoutez, il y a de bonnes intentions, il y a de bonnes idées. Je rejoins ce qu'a dit Madame Nabila. Évidemment, sans des instruments ou des guides, comme elle a dit, sans le réseautage dont a parlé ma collègue et amie Nadia Nahir, on ne peut pas agir seul, évidemment. Il faut créer des synergies, comme a dit Madame Nabila. Par rapport au réseautage ou au développement de partenariats, ou si vous voulez, si on veut prendre l'exemple sur d'autres acteurs qui sont allés loin, en matière de réseautage, je citerai par exemple, d'abord je ne fais pas partie des communes, Madame Nabila oublie qu'il y a aussi les régions, nous ne sommes pas une commune, nous sommes une région, donc nous sommes au-dessus de la commune. Le rôle ne nous revient pas, paradoxalement, à nous, acteurs élus, régionaux, de penser à ces questions, parce que nous sommes, si vous voulez, sur des projets d'une grande envergure. Nous sommes toute la région, et c'est plus la région s'attelle plus au volet économique, social et culturel c'est pas des détails, mon Dieu, pas du tout, qu'à ces actions-là qui concernent les femmes. Donc le rôle revient d'abord à l'échelon le plus direct, à la commune, c'est évident. Donc nous sommes un peu à l'échelon un peu au-dessus de la commune, et nous n'occultons pas du tout ces aspects, mais il revient aux communes, qu'elles soient municipales ou rurales, de se pencher sur ce volet-là, sur tout ce qui est action en faveur de la femme, intégrer, comme vous avez dit, et j'y pense aussi tout le temps, l'approche genre dans l'aménagement du territoire, mon Dieu, oui, l'intégrer aussi à un niveau régional, dans ce qu'on appelle le plan, le PDR, le plan de développement régional,
l'approche genre y est inclus parce que quand le plan de développement, qu'il soit communal ou régional, est proposé par un bureau d'études, c'est les élus qui entérinent et qui valident évidemment ce plan. L'approche genre n'est pas inscrite explicitement, mais implicitement, elle y est. Elle y est de toute façon. J'en veux pour preuve tous les progrès que j'ai déclinés, les programmes que j'ai déclinés tout à l'heure, qui ont été initiés par la région, impliquent implicitement tout le temps l'approche genre, la femme, la petite fille, etc. Donc, si vous voulez, je rejoins les propositions et les recommandations de Madame Nabila. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez résumé, si vous voulez, ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire. Et j'adhère complètement à vos propositions. Il y a la coopération décentralisée qu'a mentionné Madame Laura en citant des exemples de partenariats faits dans la ville de Chefchaouen, qui se trouve au Maroc, je tiens à le préciser. Il y a évidemment des jumelages, des partenariats, le réseautage. Le partenariat est quelque chose de très très important pour aller de l'avant, pour élaborer des guides, comme vous avez dit, intégrer l'approche genre dans les politiques publiques de manière transversale. Ça, c'est le mot d'ordre de chaque acteur, qu'il soit local ou associatif. Et je ne peux donc que valider ce que vous avez dit, chère madame. Les idées sont nombreuses. La Covid nous a prises au dépourvu à l'échelon planétaire. Nous avons été pris de court par la Covid. Nous avons, maintenant que nous voyons un petit peu, si vous voulez, nous sommes pas au bout du tunnel, mais bon, nous arrivons à dépasser dans une certaine mesure le plus gros de la pandémie. Nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de programmes en tête. J'espère qu'avec l'aide de nos partenaires européens, nous pourrons aller de l'avant et nous rencontrer le plus souvent, n'est-ce pas? Je l'espère, pas de manière virtuelle, c'est horrible, mais c'est mieux que rien. Et voilà, donc en fait, si vous voulez, je valide ce qu'a dit Madame Nabila et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut absolument aller de l'avant et élaborer des guides pratiques pour mettre en application et mettre en œuvre tous les programmes, quels qu'ils soient. Les recommandations sont belles, comme vous avez dit. Merci. Des conventions ou autres, c'est tout à fait beau, mais mettre en pratique, c'est toute une autre paire de manches. Mais nous ne baissons pas les bras. Nous irons de l'avant grâce à la société civile, au gouvernement, aux élus, qu'ils soient locaux, qu'ils soient communaux, régionaux. Nous sommes tout à fait conscients de ça. Et donc, voilà, en fait, je vous remercie, vraiment, je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai le temps de poser, si Claire a une réponse très rapide, mais vraiment très rapide, à ma question. Comment faire un monde meilleur? Comment rendre le monde meilleur? So very, very simply, very quickly, we must build back better. And to do that, we have to be innovative, we have to be united, and we have to be strong. And I fully agree with everything that was said about coming together and having a sort of multi-stakeholder Mediterranean exchange process. We've all got best practices to share. Now we have to get out and share them and build the platform in order to do that. Just that. Simply. Thank you. Laura, rapidement, très vite, comment rendre notre monde meilleur? Muy rápidamente, porque creo que... Très rapidement, parce que je ne pense pas que nous avons beaucoup de temps. Nous croyons au travail, au petit travail du jour le jour. Nous allons élaborer la stratégie de genre en intégrant le genre, la perspective de genre au développement afin que
Tout le travail de la direction générale incorpore cette perspective. Mais en plus, nous allons faciliter que toutes les entités du territoire des îles Baléares et de la coopération fassent leur propre stratégie de genre afin que, vers la fin de 2021, nous ayons avancé, nous ayons fait un pas en avant. C'est un petit changement, mais je pense qu'il y aura de répercussions très, très positives à tous les niveaux et dans tous les projets. Nous sommes un tout petit territoire et nous tentons de travailler beaucoup avec pour un but de cohérence à l'interne pour que notre tissu associatif soit toujours aligné à la politique de genre et de coopération. Donc voilà notre proposition très concrète pour l'année prochaine. Et je voulais insister aussi sur l'éducation. Nous avons ici pour la première fois un master universitaire en éducation pour former déjà les enseignants pour éduquer en matière d'égalité et à partir de l'égalité de genre, c'est-à-dire c'est fondamental de former nos formateurs pour qu'ils soient capables de construire une société qui rejette le patriarcat et le sexisme pour qu'à l'avenir, nous ayons une société libre de violences domestiques, de violences de genre et d'inégalité. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie toutes pour cette séance si riche en partage d'expériences et en informations. Je vous rappelle que la conférence est loin d'être terminée. Donc, je vous invite aussi à suivre la session suivante qui se tient à 14h30, heure de Barcelone, intitulée Challenge Lab 1. Quelles mesures et quels soutiens directs sont nécessaires pour faire face efficacement à l'impact économique du Covid-19 sur les femmes et les filles? Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.